on a fait peur avec le virus en Chine en donnant des chiffres aux gens que n'importe quelle personne qui a fait de la démographie savait que c'était insignifiant. C'est-à-dire on faisait la une des journaux avec 2500 décès en Chine à cause d'un virus tueur, sachant que 2500 décès, c'est ce qu'on a tous les jours en France en hiver. On est un pays qui est 20 fois plus petit. Et donc 2500 décès, ce qu'il doit y avoir en Chine pour maladies respiratoires tous les jours. Donc quand on annonce ce chiffre-là sur un mois, on sait une seule chose, c'est qu'il ne se passe rigoureusement rien. Pas grand-chose. Dans mon livre, ce dont je parle, ce sont les statistiques qui nous sont proposées. Je parle également de la manière dont ont été comptabilisés soi-disant malades Covid-19. Je montre que les tests Covid-19 n'ont rien à voir avec aucune maladie connue. C'est donc entièrement bidon. On peut faire des statistiques de cas sur les tests, mais ça, c'est des statistiques qui nous montrent que c'est bidon. On peut savoir si chaque test est positif ou négatif et si la personne est symptomatique ou asymptomatique, c'est-à-dire si elle a les symptômes du prétendu Covid-19. Ça nous fait 4 catégories, plus-moins à chaque fois. Et on se rend compte que parmi les malades des symptômes du Covid-19, une écrasante majorité a un test négatif. Ce qui pose un problème dans la définition de la maladie. Qu'est-ce que c'est que Covid-19 et y a-t-il un rapport avec le test? Deuxième chose, prenons l'autre sens. Parmi les personnes positives, une écrasante majorité n'a pas de symptômes. On doit arriver fatalement à la conclusion suivante, il n'y a absolument aucun rapport entre les résultats de test et une quelconque symptomatie connue. Ça n'a pas de rapport. Et la puissance de la statistique et la puissance du discours qui nous a été donné, c'est d'abandonner la notion de malade en faisant croire que des gens, sous prétexte qu'ils avaient un test positif, étaient dangereux, qu'ils étaient forcément malades, même sans aucun symptôme. On a été malade d'une non-maladie. Ça a été très fort. Avec l'instauration du pass sanitaire, tout le monde s'est testé. On s'est retrouvé avec une armée en plein mois de juillet de personnes déclarées malades sans symptômes et qui, au bout de 15 jours, étaient déclarées guéries de la non-maladie qu'elles avaient eue et même immunisées contre la non-maladie qu'elles avaient eue. Je parle dans le livre de la date à partir de laquelle cette histoire de Covid est arrivée. Ce que l'on sait, c'est que la définition de la pandémie et donc de la maladie a changé depuis 2009 et qu'il n'y a plus du tout besoin d'avoir de malades et de morts pour considérer qu'on est en pandémie. Il suffit d'avoir un laboratoire quelque part qui déclare avoir reconstruit à l'aide de statistiques et de multiples méthodes, une séquence faisant penser à un virus dit mortel. Et c'est ce qui s'est passé. Donc nous avons, au début de cette histoire, un laboratoire chinois. On va partir du contexte. On est en Chine, on est fin 2019, on est à Wuhan, qui est une des villes les plus polluées du monde, en hiver, à un moment où il y a plein de maladies respiratoires, des malades et des morts. Bon. On a un laboratoire, des journaux et l'OMS qui dit attention, on a trouvé 40 malades sur les millions d'habitants qui souffrent d'une maladie respiratoire. Ah bon, on est à Wuhan en hiver, on est en alerte pollution. Assez malsain. On est en alerte pollution, là où ils confinent des gens parfois en disant faut pas sortir, ou en tout cas ils donnent des ordres, faites attention, ne sortez pas quand on est en alerte pollution. On est en alerte pollution, on a des gens qui ont des problèmes respiratoires. Mais s'impose immédiatement l'idée du virus tueur qui serait responsable de leur mal-être. Il y a un laboratoire chinois qui fait un prélèvement sur un malade dans ses poumons et qui lance un séquençage de ce qu'il a trouvé. Donc il n'y a pas d'isolation du virus à ce moment-là, on est en train de séquencer toute la soupe qu'on a trouvée dans ses poumons. En faisant ce séquençage, il trouve des morceaux d'ARN, on fait du séquençage multiple de façon à regarder ce qu'il y a dedans et ensuite on demande à un algorithme informatique de reconstruire, de rassembler ces petits bouts d'ARN pour regarder si ça correspond à une séquence de virus. La méthodologie est publiée, il faut les trouver dans le journal Nature. Il lance 2 logiciels. Il y a un logiciel qui dit il n'y a pas de virus dans cet échantillon. Et il y a un deuxième logiciel qui n'a pas le même algorithme et qui dit si, j'arrive à reconstruire un virus de 30 000 nucléotides, ce qui correspond à un virus. Et du coup, les chercheurs s'exclament, regardez, ça ressemble au SARS, machin, c'est donc le nouveau virus mortel. À partir de cette date, on rentre dans un biais de confirmation totale. C'est-à-dire qu'on est sur des laboratoires qui de toute façon sont financés grâce au buzz qu'ils font chaque année, qui sont en lien direct avec l'industrie pharmaceutique, donc ils passent leur temps dans des échantillons à tenter de reconstruire des virus, ou ce qu'ils croient être des virus, sur la base d'indices faibles, et qui poussent des cris d'orfraie dès qu'ils trouvent un truc. Donc là, c'est bien ce qui se lance. Et cette mode se lance là, et dès la publication de cette nouvelle séquence, on a une alerte OMS qui dit ça y est, c'est le nouveau virus tueur qui va ravager la planète.
En termes scientifiques, on est sur un faisceau d'indices qui est extrêmement faible, mais dans un biais de confirmation qui est fort. C'est-à-dire que tout le monde est dans les starting blocks pour annoncer la pandémie sur la base de ce seul indice. On a des labos qui ne font que chercher cet indice-là, et donc à force de chercher, ils trouvent des trucs. Ça lance les laboratoires pharmaceutiques qui derrière disent « ne vous inquiétez pas, nous on a la solution, c'est les vaccins ». Et ça lance l'OMS qui à chaque fois dit « ça y est, c'est la grande pandémie, il faut lancer le monde en pandémique ». Avec des personnages au milieu qui font la transition, avec des soi-disant fondations humanitaires qui sont de la défiscalisation pour grands riches, notamment la fondation Bill et Melinda Gates, et qui finance à la fois l'OMS, mais qui en plus est en accointance directe avec les laboratoires pharmaceutiques. Donc tout ce petit monde se parle. Donc on a une machine qui a déjà complètement dérivé avec le scandale H1N1, dont le rapport du Sénat français dit que c'est une escroquerie, noir sur blanc, faut le lire de manière à comprendre ça, et qui se relance 10 ans après avec la même méthodologie, mais une puissance, on va dire, des labos qui s'est décuplée, des conflits d'intérêts qui sont déjà dénoncés en 2009 qui n'ont fait que s'accentuer, une mainmise de la finance sur les laboratoires dits scientifiques et pharmaceutiques et une mainmise aussi sur les publications scientifiques, où ils payent également les grands journaux. Et donc on a tout un système qui est là et qui se met en place extrêmement rapidement sur la base d'indices qui sont extrêmement faibles, donc on va dire un biais de confirmation qui est extrêmement fort, et tout ça va se révéler lancer une panique générale qui n'a absolument rien à voir en termes de niveau avec ce que l'on peut ensuite mesurer par les chiffres. La seule chose que je peux affirmer, c'est que dans les statistiques, il n'y a pas de trace de l'impact d'un quelconque virus à aucun moment. Je ne vais pas rentrer dans le débat de savoir s'il existe ou n'existe pas, je ne suis pas microbiologiste, je n'ai jamais vu de cellules. Je l'aurais. Mais il n'y a pas de traces. Les traces que l'on voit de mortalité ou de malades sont dues à autre chose, à la désorganisation de la société et à la peur. J'explique 100% de la mortalité attribuée au virus par la désorganisation, ce qui veut dire qu'il n'y a aucun reste que je puisse attribuer à un quelconque virus circulant. Qu'est-ce que tu appelles la désorganisation ? Deux choses. La première, c'est que les tombes fraîches dans les cimetières, ça va faire qu'augmenter. Il y a les baby-boomers qui arrivent aux âges où on décède, et donc le nombre de morts va continuer d'augmenter très fortement pendant encore au moins 10 ans, jusqu'à ce que la génération des baby-boomers disparaisse. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il y a bien eu une hausse de mortalité en mars-avril 2020 dans un certain nombre de pays. Un tout petit nombre de pays, que 9 sur les 35 sur lesquels j'ai des données en Europe. Donc là, il y a une disproportion de l'information. Les gens ont l'impression qu'il y a une pandémie, donc c'est pareil partout. C'est faux. Il n'y a que 9 pays qui ont eu une pic de mortalité à cette période-là, qui n'a concerné que les personnes très âgées dans un certain cadre. Donc on a 3 impacts qui ont été mesurables. Le premier, ça s'est vu dans les décès à domicile. C'est-à-dire qu'on a retrouvé des gens morts chez eux a posteriori. Donc ces décès à domicile n'ont jamais été catalogués au Covid-19 d'aucune sorte par aucun médecin, puisque personne ne les a vus. Pendant cette période-là, il se trouve que les hôpitaux, à partir de mai, ont tiré la sonnette d'alarme en disant « c'est bizarre, on ne voit plus personne venir aux urgences AVC et cardiaques ». Ça correspond à peu près à 6000 personnes sur la période qui manquent dans les hôpitaux. Donc de deux choses l'une, soit on a un virus mortel qui circule, qui guérit des AVC et des crises cardiaques, soit on a foutu la trouille aux gens, et donc ils se sont pas rendus dans les hôpitaux, et ils sont morts seuls chez eux. Mais ils sont morts de quoi ? Il y a bien eu un pic à ce moment-là. C'est ce pic-là que je suis en train d'expliquer. Ce pic-là, il se divise en 3 catégories. Les morts à domicile, les morts à l'hôpital, les morts dans les EHPAD. Pour les morts à domicile, on explique 100% de ces décès juste par les gens qu'on n'a pas soignés, qui ne sont pas allés à l'hôpital pour des pathologies que d'habitude on soigne à l'hôpital. Et si on ne les soigne pas rapidement, elles sont mortelles. Du fait qu'on a interdit toutes les relations sociales, que les gens sont restés chez eux, ce qui sauve les gens, c'est d'avoir un voisin, un ami, un proche qui remarque qu'on se tient le bras gauche et qu'on est un peu pâle, ou bien qu'on commence à baver au-dessus de son assiette. Quand ça n'arrive pas, on meurt. Et c'est ce qui s'est passé sur cette période-là, et c'est mesurable par les chiffres, statistiquement, c'est très clair. Et on a 2 rapports, le rapport de Santé publique France et l'ATIH, qui sont très clairs. Il y a au moins 6000 personnes, 6000 Français qui ne sont pas venus à l'hôpital sur cette période pour des pathologies mortelles si elles ne sont pas traitées rapidement. Ça, c'est le premier point. Sur les morts à l'hôpital, il y a un rapport qui est publié par le journal Science, qui a été publié par Cochemez et Fontanet, qui est un article frauduleux d'ailleurs que Vincent Pavant montre, sur lequel il s'arrange avec certaines courbes et certains programmes informatiques. Enfin bref, je vous invite à lire ses travaux, mais qui a une courbe qui est très intéressante. Il s'intéresse aux morts déclarées Covid-19 à l'hôpital sur cette période-là, et il s'intéresse au délai entre leur admission à l'hôpital et le décès. Et on voit une courbe qui est complètement folle, où on a presque 20% des gens catalogués Covid-19 qui arrivent à l'hôpital qui décèdent jour 1.
Sachant qu'on vient de dire aux gens, on a dit avant Jean, voyez pas votre médecin qui va vous traiter comme d'habitude, vous restez chez vous jusqu'à ce que ça dégénère, et que quand ça dégénère, vous venez à l'hôpital. Donc les auteurs, ils trouvent que cette courbe est tellement folle qu'ils sont obligés de la sortir de leur modèle en disant ça c'est le Covid fulgurant. Voilà, le Covid qui tue en 24 heures qu'on n'a jamais vu après. L'autre explication possible, c'est qu'on est sur des personnes, ça fait 15 jours qu'elles toussent chez elles, des personnes âgées, et donc quand elles arrivent à l'hôpital, c'est qu'elles ne respirent plus et que c'est un peu tard. Il y a encore une troisième explication possible, c'est que la manière dont on les a traités, ce n'était pas une manière qui allait permettre de prolonger leur vie, et on leur a fait proposer des traitements qui derrière on n'a pas réitéré, mais qui ne permettent pas de soigner quoi que ce soit. Et il y a notamment eu la mode de l'intubation invasive, là où on a dit toutes les personnes âgées qui toussaient en arrivant à l'hôpital, fallait les intuber directement et les foutre sous calmant. Et les Italiens ont fait des rapports dessus en disant que ce n'était pas une bonne idée parce qu'on a perdu quasiment tout le monde à faire ça et que les personnes de 80 ans ne survivent pas à une intubation. Mais il y a encore une autre façon d'expliquer cette pic de décès. Mais le troisième endroit, je vais en parler maintenant, ce sont les EHPAD. On a un pic de décès dans les EHPAD. Quasiment tous les décès en EHPAD ont été déclarés Covid. Ce qui n'a aucun sens quand on regarde les statistiques. Il y a énormément de régions qui n'ont jamais dit avoir du Covid chez elles, d'aucune sorte, mais tout le monde est déclaré Covid dans les décès. Bon, déjà, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que sur cette période-là, il y a eu une directive de la part du ministère de la Santé qui a mobilisé très tôt les soins palliatifs en disant, mais on n'est pas les seuls, les Anglais ont fait pareil, en disant il y a une maladie mortelle qui circule, on n'aura pas de place dans les hôpitaux. La seule chose que nous pouvons faire, comme il n'y a pas de traitement, c'est si vous avez une personne âgée soupçonnée Covid-19, vous l'accompagnez en palliatif. Avant, on a des malades respiratoires âgés en France qui ont des pathologies, qui vont voir leur médecin qu'on traite. Après, on a des personnes âgées qui ont des maladies respiratoires qu'on ne traite pas et sur lesquelles on ne propose qu'une solution palliative. À partir de cette date-là, et à partir de la publication du décret faisant la promotion des nouvelles de la nouvelle loi de comment il fallait traiter les Français, c'est qu'à partir de la publication du décret qu'on a une augmentation en flèche des décès dans les EHPAD. Donc on a un virus intéressant qui attend gentiment que les décrets soient publiés. Ce que tu nous dis, c'est que statistiquement, on peut prouver qu'après le décret Rivotril, on va l'appeler comme ça, il y a eu une augmentation de la mortalité dans les EHPAD. Oui, ça se montre avec les données de l'INSEE et la surmortalité en EHPAD sur la période elle correspond à 5000 personnes et si on télécharge le nombre de boîtes de Rivotril injectable distribuées sur cette période-là, il y a 6 ampoules dans une boîte, c'est-à-dire il faut 2 ampoules pour accompagner vers sa fin de vie une personne âgée. Ça fait plus que sédaté puisque si chacun lit la notice, si on a une personne qui est en difficulté respiratoire, à partir du moment où la sédate, elle va arrêter de respirer. Donc bon, l'espérance de vie, elle n'est pas haute. Ce qui s'est passé, c'est qu'ils étaient tellement à l'arrache qu'ils ont fait passer un décret disant c'est le Rivotril qui va être utilisé, distribué par les pharmacies, et donc on a les statistiques pour les compter. Et c'est comme ça qu'on a réussi à faire la corrélation. Mais encore une fois, si on était resté au midazolam comme avant, il se serait passé la même chose. Ce qui compte, c'est pas tant que la molécule, que la décision de dire ça se soigne pas, on soigne plus personne, les personnes âgées en EHPAD, vous les amenez pas à l'hôpital, c'est pas la peine, vous les passez en palliatif directement. Et d'ailleurs, ce n'est pas du palliatif. Le palliatif, c'est une décision interdisciplinaire et collégiale d'un ensemble de médecins qui disent cette personne-là, on ne peut plus l'en faire échapper et il n'y a rien à espérer d'amélioration de l'état. Et ensuite, on prévient la personne, si possible, ou la famille. Ce qui s'est passé, selon le rapport parlementaire là, qui a été mené sur la crise Covid, c'est qu'on avait des personnes dans les EHPAD, directeurs de EHPAD ou autres, qui passaient un coup de fil à la PHP uniquement en disant j'ai un papy qui tousse, et on avait des groupes appelés groupes d'intervention rapide, donc retenez le nom, qui se déplaçaient à l'EHPAD pour faire les doubles injections à la personne âgée. C'est pas du palliatif ça, c'est autre chose. Et c'est pas parce qu'on utilise les moyens du palliatif que c'est du palliatif. Mais on n'est pas du tout dans le cadre palliatif habituel. 100% des morts du premier confinement en trop par rapport à d'habitude s'expliquent par les décisions prises sans faire intervenir de virus. Il y a également un peu plus de morts à la fin de l'année à partir du moment un peu avant le deuxième confinement, mais je l'explique également dans le livre. Pourquoi ? Il y a des moments où il y a en effet d'autres infections respiratoires qui arrivent, et il y a d'ailleurs le décret, on l'appelle décret Rivotril, mais le décret palliatif qui se remet en place et qui permet également d'évacuer les personnes âgées en trop qui satureraient les hôpitaux. Donc, les décisions qui ont été prises, on peut les raccorder et expliquer 100% de la mortalité là-dessus sans faire intervenir un quelconque virus à aucun moment. Ça explique d'ailleurs très bien pourquoi il n'y a aucune cohérence géographique entre les pays et qu'on a des pays comme l'Allemagne qui sont nos voisins entourés de la Belgique et la France. L'Allemagne qui n'a aucun
aucune surmortalité pendant la première vague de mars-avril 2020, tout simplement parce qu'elle n'applique pas les mesures qui sont délitaires, alors que la France et la Belgique les appliquent. Et donc, cette incohérence géographique... Ni les mêmes techniques de calcul de tout mort pendant le confinement est mort du virus. Moi, je parle de mort toute cause, parce que, comme je l'ai dit, vu qu'on a mis en place des tests pour prétendre qu'une personne était malade du Covid sans symptômes, ça veut dire que la totalité des statistiques Covid ne valent rien. Elles sont à mettre à la poubelle. Et tout prétendu scientifique qui utilise les statistiques Covid pour dire quelque chose ne fait pas de la science. À partir du moment où on compte de manière stupide ou quelque chose qui ne veut rien dire, la statistique au bout ne veut rien dire. Les statistiques estampillées Covid, que ce soit sur les malades, les hospitalisations ou les décès, n'ont pas le moindre sens puisque le protocole de comptage n'a pas de sens.